Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le monde fascinant et franchement vital de l'ingénierie des structures. On va décortiquer un ouvrage de référence absolue, Maîtrise de l'Eurocode 2, par Jean Roux. Et plus précisément, on va se concentrer sur le cœur du sujet, le chapitre 1, qui est intégralement consacré à l'analyse structurale. Faut bien se dire que l'ingénierie, ce n'est pas juste une affaire de chiffres froids balancés sur une feuille de papier. Non, c'est l'art de garantir que les bâtiments dans lesquels on vit, on travaille, ils restent debout. C'est un sujet gigantesque, plein de responsabilités, mais incroyablement logique quand on prend le temps de le décomposer. Pour vraiment ancrer toutes ces mathématiques dans la réalité, il suffit de penser à d'immenses piliers de béton en pleine construction. L'enjeu, il est littéralement colossal. Chaque calcul, chaque variable, chaque petite hypothèse formulée dans un bureau d'études a une répercussion directe sur la sécurité de ces mastodontes sous des charges massives. Si une erreur se glisse dans le modèle, on ne parle pas de raturer un plan, on parle de tonnes de béton et d'acier qui risquent de céder. Et c'est très exactement pour éviter ce genre de scénario qu'un cadre réglementaire hyper rigoureux est indispensable. Historiquement, c'était un peu chacun pour soi. Chaque pays avait ses propres petites règles. En France, par exemple, on se reposait beaucoup sur le BAE 91 pour béton armé aux états limites. Mais avec l'évolution des pratiques, il a fallu harmoniser tout ça au niveau européen. C'est là qu'intervient le passage à l'Eurocode 2, un véritable tournant. Et ce n'est pas juste un changement d'étiquette, c'est une toute nouvelle manière de penser la sécurité des constructions, avec des spécificités beaucoup plus fines. Alors, notre plan de route d'aujourd'hui est simple. 1. Le passage à l'Eurocode 2. 2. La modélisation des éléments structuraux. 3. Les méthodes d'analyse de base. 4. L'analyse plastique et avancée. Et enfin 5. Les dispositions constructives. On attaque donc la première étape, le passage à l'Eurocode 2, la norme européenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Eurocode 2, officiellement connu sous le nom de norme EN 1992, ne vit absolument pas en vase clos. C'est une pièce d'un immense puzzle. Il y a d'abord l'EN 1990 qui pose les bases fondamentales. Ensuite, l'EN 1991 qui définit ce qu'on appelle les actions, c'est-à-dire le poids, le vent, la neige, bref, tout ce qui appuie sur la structure. L'Eurocode 2, lui, intervient pour dicter comment le béton armé doit se comporter face à tout ça. Et bien sûr, il y a des équivalents pour l'acier, le bois ou même la résistance au séisme. C'est un écosystème ultra complet. On avance avec notre deuxième point, la modélisation des éléments structuraux, ou comment bâtir les fondations théoriques. Bon, maintenant que le cadre est posé, comment on fait pour transformer un bâtiment super complexe en un modèle mathématique qu'on peut réellement calculer? Eh bien, c'est toute la magie de l'analyse structurale. Le texte de Jean Roux insiste sur une règle d'or, un principe non négociable, l'équilibre. Toute méthode de calcul doit, fondamentalement, satisfaire les conditions d'équilibre de la structure non déformée. En clair, si ça ne tient pas en équilibre sur le papier, ça s'effondrera dans la vraie vie. Point barre. Pour que cet équilibre soit gérable, on ne s'amuse pas à calculer le bâtiment d'un seul énorme bloc. Ce serait impossible. À la place, on le découpe en briques de base, un peu comme des Legos. On a les poutres qui travaillent en flexion, les poteaux qui encaissent la compression, les dalles qui forment nos planchers et les voiles qui sont nos murs porteurs. En isolant ces éléments, on peut choisir la méthode mathématique la plus adaptée pour chacun. Ce qui nous amène à notre troisième étape, les méthodes d'analyse de base, les vrais outils de l'ingénieur. Une fois le modèle bien découpé, on sort les calculatrices. La méthode par défaut, la plus classique, c'est l'analyse élastique linéaire. Pour faire simple, on imagine que le béton se comporte comme un ressort parfait. La déformation est strictement proportionnelle à la force qu'on y applique. On se base sur la rigidité initiale du matériau, comme si la section n'était pas du tout fissurée. C'est l'outil parfait pour vérifier ce qu'on appelle les états limites de service, les ELS, qui garantissent qu'un bâtiment reste confortable et durable au quotidien, bien avant de s'inquiéter d'un effondrement. Mais on peut aller un peu plus loin. L'astuce, c'est l'analyse linéaire avec redistribution. C'est brillant. Si une zone d'une poutre est vraiment trop sous pression, le modèle mathématique autorise le transfert d'une petite partie de cet effort vers une zone un peu plus tranquille. Ça permet d'optimiser la quantité d'acier. Par contre, attention, ça demande une condition physique stricte. Il faut absolument que la zone critique ait une capacité de rotation suffisante. En gros, la matière doit pouvoir plier un petit peu, s'adapter sans casser. Allez, on passe au niveau supérieur. 4e point, l'analyse plastique et avancée. Quand le comportement élastique ne suffit plus pour comprendre ce qui se passe, on doit dégainer des outils beaucoup plus robustes. Mais la vraie question, c'est à quel moment précis est-ce qu'on doit basculer vers cette fameuse analyse plastique? Pourquoi abandonner notre modèle du ressort parfait? La réponse est claire. La plasticité, c'est exclusivement pour l'état limite ultime, l'élu.
On parle ici du scénario catastrophe, l'instant T juste avant la ruine complète de la structure. Dans ce cas de figure, l'acier a commencé à s'étirer de façon définitive. C'est pour ça qu'on néglige complètement ce qui s'est passé avant, les chargements antérieurs, on s'en fiche. On suppose juste que la force augmente de façon continue et on regarde comment la matière donne son maximum absolu pour ne pas rompre. Et pour cadrer tout ça, l'Eurocode s'appuie sur deux piliers de la résistance des matériaux. D'un côté, le théorème de la borne inférieure, qui donne naissance à la méthode des bielles étirants, et de l'autre, le théorème de la borne supérieure, qui utilise la méthode cinématique, super pratique pour analyser la rupture des dalles. Cette méthode des bielles étirants, c'est vraiment fascinant. Ça permet de cartographier mentalement le cheminement des forces dans les endroits les plus tordus d'une structure, comme les appuis. On visualise ça comme un squelette caché. D'un côté, on a des zones de béton qui travaillent en compression, comme des étais invisibles. Ça, ce sont les bielles. Et de l'autre, on a les armatures en acier qui retiennent le tout en résistant à la traction. Ce sont les tirants. C'est une vraie radiographie des forces internes. Ensuite, il y a l'analyse non linéaire. Contrairement à l'analyse plastique qui est réservée au pire scénario, l'analyse non linéaire s'utilise tout le temps, pour les états de service comme pour les états ultimes. Là, on accepte la réalité. Le béton et l'acier ne réagissent pas de manière parfaitement constante sous la charge. Par contre, petite précision cruciale, il ne faut surtout pas confondre cette non-linéarité des matériaux avec les effets de second ordre. Les effets de second ordre, c'est l'instabilité géométrique, comme un poteau trop fin qui se mettrait à flamber. Ce sont deux choses bien distinctes. Évidemment, derrière toutes ces théories, il y a un alphabet universel. AS pour la section d'acier, FY pour sa limite d'élasticité, FCD pour la résistance du béton, ou EI pour la rigidité. C'est ce vocabulaire ultra précis, ce code secret mathématique, qui permet aux ingénieurs de garantir que rien ne bougera d'un millimètre de trop. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière étape, les dispositions constructives, ou comment passer de la théorie pure au vrai chantier. Parce qu'au bout du compte, toutes ces belles abstractions, ces matrices de calcul, ça doit devenir du métal coulé dans du ciment. C'est exactement le rôle des dispositions constructives. Prenons un exemple classique, les armatures en chapeau. Les calculs vont parfois montrer que sur les appuis d'une poutre, il y a ce qu'on appelle un moment négatif. En clair, ça tire sur le haut de la poutre avec un gros risque de fissure. La solution ? On rajoute simplement des barres d'acier en haut, juste au-dessus de l'appui, le fameux chapeau. C'est l'équation mathématique qui dicte directement où placer le métal. L'intégration de toutes ces règles, depuis le squelette invisible des bielles jusqu'au simple placement d'un acier en chapeau, c'est très exactement ce qui permet à l'humanité de défier la gravité tous les jours. Maîtriser l'Eurocode 2 et son chapitre 1, ce n'est pas juste remplir des tableurs, c'est ce qui sculpte nos villes et garantit notre sécurité. Alors en voyant à quel point ces outils d'analyse deviennent de plus en plus puissants et précis, on peut légitimement se demander jusqu'où pourra-t-on aller demain pour repousser les limites architecturales de nos futurs gratte-ciel. C'est une question vertigineuse. Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur des structures et à très bientôt pour décortiquer de nouveaux sujets.